Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Au sommaire de cette édition, le 10 décembre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale dédiée aux droits de l'homme. À cette occasion, le Burundi s'est félicité du pas franchi en matière de respect des droits humains, un point de vue qui n'est pas partagé par les défenseurs des droits de l'homme qui, eux, alertent sur leur violation qui prend de plus en plus de l'ampleur. Le rescapé du récent incendie qui a ravagé la prison centrale de Gitega mène une vie très difficile. Non seulement ils n'ont pas d'habits alors qu'ils dorment dans des tentes à même le sol, mais ils ont également du mal à manger car ils n'ont plus d'assiette. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également éducation. Le taux de scolarisation est très faible au Burundi, faute de protection. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons ce journal par cette page sécurité où, après les alertes des familles de certains membres du parti CNL en province Ngozi, la police burundaise a exhibé 10 militants de ce parti qui, selon cette institution, ont été arrêtés pour atteinte à l'intégrité du territoire national et participation aux bandes armées. C'est du moins la déclaration du porte-parole de la police, Désiré Ndouimana. C'était au cours d'un point de presse de ce vendredi. Ce dernier a également signifié que l'appartenance au parti CNL était l'une des conditions requises pour être accepté dans ces groupes armés. Suivez. À partir du 27 novembre 2021 et même au 2 décembre 2021, au moins 10 personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre. Tous les gens qui ont été interpellés l'ont été sur le territoire national. Il y en a qui ont été arrêtés en province Bujumbura, dans la zone de Gatumba, la commune de Mutimbuzi. D'autres ont été arrêtés dans différents milieux de la province Ngozi. Je vais parler de Bizimana Antoine, Murengera Antoine Rui, Miburo Stani, Ndaishimie Jean-Marie, Ndayizeye Aloïse, Nzoïsaba Félix, Ndahabonimana Vena, Nkurunziza Aloïse, Nduwimana Manassé et Miburo Manassé ont été appréhendés dans les différents endroits respectivement cités. Ces personnes-ci, ils ont quelque chose de commun. Ils sont tous du parti CNL. Ils sont tous d'Ngozi. Pour être recrutés, ils sont recrutés pour aller intégrer le mouvement rebelle de FNL de Aloïse Nzabampema, aujourd'hui actif à l'est de la République démocratique du Congo et qui a l'ambition de venir ici au Burundi pour semer le trouble. Alors, les conditions qui doivent réunir pour être recruté membre du FNL. 1. Il faut être du parti CNL, c'est ce qu'ils nous ont dit. 2. Il faut avoir 35 ans d'âge, au plus. Il faut être chômeur. Numéro 4. Il faut être une personne discrète. Et enfin, la 5e condition, il faut avoir un téléphone mobile pour faciliter la communication au moment du mouvement. Ces gens-là n'ont pas tous les mêmes responsabilités dans l'affaire. Ils sont accusés d'atteinte à l'intégrité du territoire national et de la participation aux bandes armées. Et comme toujours avancé par la plupart des autorités du pays, le porte-parole de la police a lui aussi fait savoir que les personnes signalées comme portées disparues ont en fait rejoint des groupes armés. Et ce dernier d'affirmer que les individus exhibés aujourd'hui ne sont pas les premiers à essayer de rejoindre ces groupes. Il y a M. Miburo Stani qui avoue être le coordinateur provincial d'Ngozi et qui reconnaît avoir installé des représentants communaux, à savoir dans la commune de Ngozi. Il a installé un certain Nordine et Asman. Précise que ces gens-ci ne sont pas encore appréhendés, ils sont en cavale. Il a installé aussi dans la commune de Kiremba, Ndahonimana Vena et Manassé Miburo, qui est dans l'encadrement et recrutement et communication. Il y a aussi dans la commune de Roro, toujours nous sommes en Ngozi, Ouimana Manassé, dans la commune de Tsangara, Nkurunziza Olivier, et dans la commune de Marangara, il y a Claver qui est encore en cavale. Dans la commune de Gashikanwa, nous avons M. Ndaishimie Jean-Marie. Ce Jean-Marie est secrétaire provincial et assistant de Miburo Stani dans ces mêmes missions de recrutement. Il y a aussi intérêt de préciser que ce M. Miburo Stani, qui avoue avoir déjà recruté et acheminé 30 jeunes issus des
ce parti FNL qui ont déjà regagné la RD Congo. Ces gens-là des partis politiques, ils disent du n'importe quoi. Ils auraient raison si un jour ils étaient venus visiter notre serrure et voir, voilà, vous avez arrêté X et Y, nous les avons vus aujourd'hui, et nous sommes revenus le lendemain, les gens avaient disparu. Là, nous pourrions dire, oui, nous avons fait disparaître des gens et nous les avons peut-être arbitrairement jugés. Cela n'est donc pas vrai. Vous saurez que certains noms parmi ces individus montrés par la police burundaise figurent parmi les personnes dont les proches avaient signalé avoir cherché dans tous les cachots sans parvenir à les retrouver. Dans notre journal du dimanche passé, nous vous avions parlé d'un homme victime de la torture et hospitalisé à la clinique Prince Louis Guagasoli sous bonne garde policière. La RPA a finalement identifié la victime qui a pour nom Augustin Matata, un membre du parti CNL originaire de la commune de Gihanga en province Bubanza. Il était porté disparu depuis un mois. Plus de détails avec Eric Nyonzim. Les proches de la victime ont été alertés par les informations livrées par la RPA, selon lesquelles un inconnu incapable de se mouvoir était alité dans la chambre 21 de la clinique Prince Louis Guagasol. La famille de Matata Augustin a alors approché la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH. Ce jeudi, les envoyés de la commission se sont rendus à la dite clinique. La même commission a trouvé que la famille d'Augustin Matata s'inquiétait à juste titre. Même si aucun membre de sa famille n'a pu l'approcher, il a quand même su que la santé de Matata Augustin déclinait. Augustin Matata avait été arrêté le 16 novembre à Buringa par les agents du service de la documentation. Il a été ramené à son domicile le lendemain par les mêmes agents de la documentation, revenus cette fois-ci pour une fouille perquisition. Aucun document ou matériel compromettant n'a été trouvé chez lui. C'était la dernière fois que sa famille le revoyait. La rédaction de la RPA a contacté le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme pour savoir la nature de leur intervention en faveur de la victime, mais elle n'a pas pu obtenir de réponse de la part de l'autorité de cet organe constitutionnel. Dans le dossier concernant le récent incendie de la prison centrale de Gitega, aujourd'hui nous vous parlerons de mauvaises conditions dans lesquelles vivent les rescapés. Pour le moment, ces prisonniers sont abrités dans des tentes installées dans la cour intérieure de cette prison. Ils n'ont pas de matelas, pas de vêtements pour se protéger contre le froid, ni d'assiettes car tous leurs objets ont été consumés par le feu. Le point avec Onésime Dushimagit. Ces prisonniers rescapés de l'incendie qui a coûté la vie à plusieurs détenus de la prison centrale de Gitega indiquent qu'ils sont pour le moment dans la désolation totale. Là où ils sont abrités, dans les tentes offertes par la Croix-Rouge, ces prisonniers manquent de tout. Ils n'ont pas de matelas, pas de vêtements car tout ce qu'ils avaient ont été consumés par le feu. Ils précisent qu'il manque aussi d'assiettes pour se servir le peu de nourriture qu'ils reçoivent. Certains vont jusqu'à utiliser des morceaux de vêtements comme assiettes car ils n'ont pas d'autres solutions. Ils sont aussi préoccupés par le manque de courant électrique. Pendant la nuit, ils sont dans l'obscurité, n'ayant pas de torches pour éclairer leur passage. Certains prisonniers, notamment ceux qui ont des troubles mentaux, n'hésitent pas de se soulager dans la cour intérieure, ce qui pourra leur causer des maladies des mains sales. Ils demandent aux autorités habilitées de rétablir le courant électrique, car rien ne prouve que l'incendie qui s'est produit dans cette prison ait été causé par un court-circuit. Merci à toi Onésime Dushimagid. Toujours à propos de cet incendie, l'association Les Amis de la Nature fait savoir que le gouvernement burundais a fortement violé les accords signés entre eux en janvier 2014 concernant la protection des prisonniers en cas d'incendie. Dans un communiqué publié ce 10 décembre 2021, Mamer Saouchimike, président de la dite association, indique qu'il s'était mis d'accord que le policier ayant la clé de la porte principale ne pouvait en aucun cas s'éloigner de la prison. Suivez Mamer Saouchimike. Les recommandations ici de cet atelier des participants avaient recommandé qu'il faut faire une attention particulière sur des éventuels incendies qui pourraient survenir dans les prisons, en précisant que les gardiens, les policiers gardiens de ces prisons dorment à quelques 10 mètres à 15 mètres de l'entrée, des portes de l'entrée de la prison. Et vous entendez aisément qu'une fois l'incendie s'éclate, il ne sera plus délicat d'être très rapide pour éteindre ou pour secourir ces prisonniers. On devrait rester vigilant. Celui
qui garde les clés. Les clés de la prison devraient être toujours tout près de l'entrée de la prison. Les recommandations ici de cet atelier des participants avaient recommandé qu'il faut faire une attention particulière sur des éventuels incendies qui pourraient survenir dans les prisons, en précisant que les gardiens, les policiers gardiens de ces prisons dorment à quelques 10 mètres à 15 mètres de l'entrée des portes de l'entrée de la prison. Et vous entendez aisément qu'une fois l'incendie s'éclate, il ne sera plus délicat d'être très rapide pour éteindre ou pour secourir ces prisonniers. On devrait rester vigilant. Celui qui garde les clés de la prison devrait être toujours tout près de l'entrée de la prison. Et comme vous l'avez suivi la veille de cet incendie, des dossiers avaient été cambriolés au sein du tribunal de résidence de Gitega, un fait qui, selon un ancien bâtonnier burundais, a globalement été motivé par des intentions de certaines justifiables d'en altérer les preuves. Lecture de maître Isidore Rufkikili qui rassure cependant que la reconstitution des dossiers judiciaires est possible en cas de bonne foi de l'instance judiciaire. Suivez plutôt maître Isidore Rufkikili, homme de loi burundi. Ce genre de vol ou de cambriolage est généralement motivé par des intérêts de quelques justiciables impliqués dans les dossiers civils ou pénaux. Évidemment, ceux qui organisent un tel cambriolage sont guidés par leurs intérêts. Il y en a qui ont peur de perdre un procès, il y en a qui ont peur d'être condamnés. Tout ça, ce sont des raisons généralement qui poussent ou peuvent pousser le cambrioleur à organiser un cambriolage, soit par lui-même, soit avec l'aide ou l'appui d'un agent, d'un sentinelle du tribunal qui généralement assure la sécurité du tribunal. C'est pourquoi d'ailleurs on s'empresse d'arrêter ou de poursuivre ou d'interroger les sentinelles parce que généralement ils sont au courant d'une manière ou d'une autre ou du moins sont présumés tels. Ce genre de situation arrive même d'ordinaire dans l'un ou l'autre tribunal, mais tout n'est pas perdu pour autant parce que le tribunal a les capacités de reconstituer les dossiers. Si les dossiers qui ont été l'objet du cambriolage sont des dossiers civils, il faut savoir que le tribunal civil reçoit les dossiers de la part des plaignants et des défendeurs. Et chaque partie possède ses conclusions, ainsi que les conclusions en réplique de l'autre partie. Ce qui fait que toutes les deux parties au civil sont censées posséder les dossiers, même en original. Si bien que si un tel accident ou un tel événement arrive, le tribunal les appelle parce qu'ils disposent du numéro de référence de leur dossier et ils se présentent au tribunal et le tribunal reconstitue le dossier sur base des pièces que ces parties, surtout le plaignant, lui donne. Maître Isidore Rufkikili souligne que les dossiers d'ordre pénal peuvent également être reconstitués avec l'aide du ministère public. Encore une fois, Maître Isidore Rufkikili. S'il s'agit de dossiers répressifs qui ont été volés ou qui ont fait l'objet du cambriolage, le tribunal pénal reçoit les dossiers du ministère public, ça veut dire du parquet. Ça veut dire qu'en cas de cambriolage ou de vol ou de perte, le ministère public peut fournir une nouvelle copie au tribunal pénal et le tribunal reconstitue le dossier et poursuit l'instruction pénale du dossier. Évidemment, un tel cambriolage cause une certaine déstabilisation administrative et même judiciaire au tribunal, mais ce n'est pas peine perdue. Les dossiers peuvent être reconstitués et l'affaire peut repartir et aboutir à la décision. Un tel acte, bien entendu, produit ce qu'on appelle une certaine insécurité judiciaire au sein des parties qui étaient impliquées dans les procès et aussi au sein du public, parce que quand le public réalise, de par les informations, que les dossiers conservés et protégés dans les greffes des tribunaux peuvent faire l'objet de cambriolage trop simplement et les gens ne peuvent pas être en sécurité. C'est pourquoi je recommande toujours aux parties et surtout en matière civile de conserver toujours les originaux de leurs dossiers et de leurs preuves écrites. Maître Isidore Rufkikili intervient après que le tribunal de résidence de la commune de Gitega ait fait ce 6 décembre objet d'un cambriolage par des personnes non encore identifiées. Une courte pause et nous abordons la page droit de l'homme de ce journal. RPA.
Le 10 décembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale dédiée aux droits de l'homme. À cette occasion, la ministre ayant les droits de l'homme dans ses attributions, Imelda Sarochenike, a déclaré que le Burundi a fait sienne l'égalité des personnes devant la loi, comme en témoigne la constitution du Burundi. La ministre a profité de l'occasion pour rappeler aux Burundais que seul le respect des droits humains permet une bonne cohésion sociale. Suivez. En 2021, les pays membres des Nations Unies célèbrent la 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme sous le thème « Égalité, réduire les inégalités, faire progresser les droits humains ». Ce thème est lié à l'égalité et à l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Au Burundi, l'égalité entre l'homme et la femme est un principe consacré par la Constitution de la République du Burundi à son article 13 et 22, d'où le choix du thème national qui suit. Ukungana kuri bose, turandurane n'imizi amacakubiri mu benegihugu, duteze imbere agateka kazina muntu. Ce thème souligne à quel point une grande égalité est une condition préalable pour surmonter les problèmes sociaux et ainsi promouvoir les droits de l'homme au Burundi. La célébration de cette journée aura lieu au Burundi en province de Luigi à une date qui sera révélée prochainement. Dans l'entretemps, la coalition burundaise des défenseurs des droits humains trouve que les droits de l'homme seront toujours bafoués au Burundi aussi longtemps que l'indépendance de la justice n'est pas assurée, ce qui perpétue d'ailleurs la violation des droits de la population. Propos de la présidente de cette coalition, Eulalie Nibidi, indique que même le refus des institutions burundaises d'accueillir le rapporteur spécial des droits de l'homme au Burundi est l'une des preuves que le pays n'a pas progressé en ce qui est du respect des droits de l'homme. Suivi. Les droits de l'homme au Burundi ne se portent pas comme il faut. Il y a un long chemin à parcourir pour que la population puisse jouir de ses droits, à commencer par le droit à la vie. Tous les droits à tous les niveaux sont violés, en commençant par le droit à la vie. Nous avons beaucoup de cas où les personnes sont tuées pour une raison ou pour une autre, une raison politique, pour une raison économique, ou tout simplement parce qu'ils ont été témoins de certaines violences. Quand vous avez une situation où une personne ne peut pas passer une soirée à l'extérieur ayant peur d'être kidnappé, ayant peur d'être tué, vous comprenez bien que c'est une question de droits de l'homme qu'il faut dénoncer et qui par conséquent devait être revue par les dirigeants, par l'administration. La population ne bénéficie pas du minimum vital, ne reçoit pas la nourriture, ne reçoit pas la santé, l'éducation devient un casse-tête et chaque fois le gouvernement cherche des boucs émissaires. Quand les droits sont violés, on dirait que le gouvernement n'endosse pas la responsabilité. C'est le gouvernement qui devait protéger la population et au lieu de protéger la population, le gouvernement est complaisant. L'autre preuve que les droits de l'homme ne sont pas respectés au Burundi, c'est le refus d'accueillir le rapporteur spécial sur les droits de l'homme au Burundi qui remplace la commission d'enquête. Le fait de refuser l'entrée et le travail du rapporteur spécial, c'est une preuve que le Burundi a quelque chose à cacher. Normalement, quand les choses vont bien, tout pays a tendance à afficher, à faire du marketing, à laisser les gens entrer dans un centre touristique. Mais quand les gens vous disent nous voulons vérifier, nous voulons confirmer que tout va bien, puisque le discours officiel dit que les droits de l'homme sont respectés, c'est que ça ne va pas. C'est que le Burundi, d'une part, n'est pas prêt à corriger les violations en cours, mais d'autre part, veut continuer et veut consacrer l'impunité. Je vous le disais en titre, le taux de scolarisation des enfants ayant entre 4 et 19 ans reste faible au Burundi. Selon un rapport de l'UNICEF publié le 9 décembre 2021, la plupart des enfants abandonnent l'école par manque de protection, ce qui les expose à différentes formes de violence. C'est le détail avec Eloge Quizera. Plus d'un million d'enfants et d'adolescents d'âge scolaire compris entre 4 et 19 ans ne sont toujours pas scolarisés actuellement. Selon l'UNICEF, 37% de ces enfants sont des élèves qui ont abandonné l'école, tandis que 63% n'ont jamais été inscrits. Ici, la moitié aussi des enfants des rapatriés n'ont pas accès à l'éducation formelle, comme l'indique toujours le rapport de l'UNICEF publié ce jeudi concernant l'éducation au Burundi. La protection de l'enfant reste une préoccupation qui nécessite un traitement adéquat.
En plus, selon toujours l'UNICEF, jusqu'au mois de juillet 2021, plus de 93 490 enfants n'avaient pas d'acte de naissance, ce qui limite leur accès aux services sociaux de base. Selon encore l'UNICEF, si rien n'est fait dans les médias, tout cela ne fait qu'exposer ces enfants à différentes conséquences au risque de traitement inhumain, d'abus, d'exploitation, y compris la violence sexiste. Merci à toi, Eloge Kwizera. C'est un ouf de soulagement pour les réfugiés burundais du camp de Lusenda en République démocratique du Congo. Et pour cause, après 3 mois sans assistance, le Programme alimentaire mondial, PAM en sigle, a repris la distribution de l'aide alimentaire aux réfugiés depuis ce mardi. Chaque réfugié perçoit une ration équivalente à 19 500 francs congolais par mois. Les réfugiés de ce camp indiquent cependant que ce vendredi, la ration n'a pas été distribuée comme prévu car le véhicule des agents du PAM a été bloqué suite à la tension qui régnait ce matin à 15 km du camp. Et voilà, c'est sur cette actualité en brève que nous mettons un point final au journal de ce vendredi 10 décembre 2021. Merci à vous tous pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Un bon début de week-end à toutes et à tous.